manga vorace d'une qualité exceptionnelle, 5 tomes 1, 4 nouveautés avec Shoha Shoten, le très attendu Holy Land, de l'enquête avec Chasse aux cadavres, bien sûr la dose habituelle de Tsutomu Takahashi avec Sky High, et puis il est temps un petit peu de vous parler de Lone Wolf on Cub, un titre culte dans une édition qui l'est tout autant. Générique. Alors bien sûr, vous le savez, ce week-end, c'est la Japan Expo et il va y avoir pas mal de choses. D'abord, si vous me rencontrez, n'hésitez pas à venir me parler. Ensuite, je vous l'ai dit, je vais faire la chasse aux youtubeurs, on va essayer de faire des photos pour compléter le fameux album photo que je possède. Et puis alors, je change mon programme. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Je ne vais pas vous dire pourquoi je change, je garde ça pour mardi prochain. Toujours est-il que je vais y être 2 jours au lieu d'un seul. Et on démarre tout de suite avec le tome 1 et la découverte de Holy Land par Kuji Mori. C'est chez Vega Dupuis. Je crois qu'il y a des covers alternatives. Bon, il faut aller dans des endroits différents pour les trouver. Bref, passons, tant pis, c'est un petit peu dommage ça. Holy Land, il était plutôt attendu. C'est un manga de 2001 qui est fini en 18 tomes. De quoi ça parle? Eh bien, Yu Kamishiro est un lycéen qui ne se sent pas à sa place, ni à l'école, ni chez lui, ni dans la société de façon générale. Holy Land, c'est aussi l'histoire d'un chasseur de Yankees qui, la nuit, terrasse ses adversaires en 2 coups. Holy Land, c'est en fait la construction identitaire de notre héros Yu Kamishiro, de notre héros le chasseur de Yankees, puisque vous l'avez compris, ces 2 personnes ne font qu'un. Construction identitaire qui va se faire dans un monde de violence et de combat. Je peux vous dire que Holy Land, dès le départ, a au moins le mérite de vous placer, vous, en tant que lecteur, directement dans le milieu de la nuit, voire même peut-être de façon trop directe. Parce qu'en vérité, la rencontre avec le personnage principal, elle est instantanée et il y a un contraste évident entre les postures, les attitudes, les pensées même de notre héros qui laissent présager d'une personne en fait frêle, fragile, timide, faible, et le résultat sans appel des combats auxquels on assiste. En fait, il leur fout une raclée. Voilà, en 2 coups, je vous l'ai dit, il leur fout une raclée. Donc c'est très saisissant, c'est très perturbant, assez mystérieux. On se demande un petit peu ce qui se passe parce qu'on a vraiment un déséquilibre des rapports entre ce que le personnage semble être et la réalité des faits. Comme je vous le disais, c'est assez étrange, c'est assez déstabilisant. Et à la lecture, ça vous amène à tourner les pages assez rapidement parce que nous sommes dans un manga plutôt de baston qui va se lire bien et vous vous prenez en fait à tourner les pages comme ça, systématiquement, pour en apprendre davantage sur un univers nocturne assez saisissant, assez agréable, et pourtant c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est un scénario qui est assez simple, plutôt déjà vu, plutôt lisse, avec des dessins qui en plus ne sont pas toujours maîtrisés, voire parfois disproportionnés. C'est vrai que Kujimori, il a fait des progrès depuis 2001, mais là quand même il y a quelques lacunes, quelques faiblesses même, mais paradoxalement la lecture est fluide et vous arrivez assez vite à la fin du tome et c'est pas désagréable en vérité. Et j'ai envie de dire, malgré ce manque de maîtrise, et pour reprendre une citation d'un philosophe youtubeur manga bien connu, ça fait la blague. Et on enchaîne maintenant ce manga vorace avec un auteur que j'affectionne particulièrement, et bien sûr, ce génie de Tsutomu Takahashi. Tsutomu Takahashi, depuis quelques années, on le découvre. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez Sido, vous avez la réédition de Alive, de Blue Heaven, vous avez je sais plus quoi, Soul Keeper, Black Box. Moi j'ai fait l'acquisition de tous les Bakuan-Reto. Là vous avez Sky High qui arrive, ce sera en 2 tomes et c'est pas tout à fait une histoire avec un scénario. Il y a quelque chose mais c'est pas non plus un recueil parce que vous allez avoir un personnage central dans ce manga qui en fait va vous placer devant des situations différentes. Je vais m'expliquer, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails mais pas trop quand même parce que je voudrais pas spoiler. En tout cas c'est en 2 tomes, c'est une série courte et du coup c'est assez évident que c'est un titre que je vais vous proposer pour découvrir l'auteur si vous ne le connaissez pas, bien sûr. Ceci dit, je recommande également Live par exemple. Le dessin de Tsutomu Takahashi, comme d'habitude, moi je le trouve génial, je le trouve saisissant, je le trouve noir, je le trouve nourri, épais, un peu crade et à la fois tellement fin, tellement sombre et tellement éclairé. Bref, je l'ai dit déjà, encore et encore, donc je me répète parce que il n'y a rien à faire, ça marche très très bien systématiquement, mais on sent quand même un petit peu l'univers de Soul Keeper. Soul Keeper, rappelez-vous, vous avez un ange gardien qui arrivait sur Terre et qui était une âme protectrice en fait, il y avait ce côté lumineux. Là, on est encore dans le monde un peu des âmes, dans le monde un petit peu astral, mais vous avez cette espèce de gardienne des portes en fait, qui va décider du sort des gens, en tout cas qui va les soumettre à un choix. Ils ont 3 possibilités, soit partir au paradis en attendant de se réincarner, soit errer pour l'éternité en tant que fantôme, soit revenir sur Terre en tant qu'esprit et tuer une personne de leur choix, mais du coup ils auront un enfer pour l'éternité. Et systématiquement, cette gardienne va également
simplement faire découvrir la vérité à ceux qui sont morts. Bien sûr, ceux qui sont morts ne sont pas des personnes lambda comme ça, qui sont mortes naturellement ou dans des conditions tout à fait banales. Forcément, il y a eu de l'adultère ou de la vengeance ou du trafic ou de la trahison. Elle leur dévoile la vérité, ce qui leur donne systématiquement envie, vous l'avez compris, d'aller se venger. Et bien sûr, sinon il n'y a pas d'histoire. Et donc notre personnage principal, notre héroïne principale, qui même si elle est presque PNJ dans le manga, est spectatrice, mais un peu perverse parce que elle son travail en fait, c'est de dévoiler la vérité à ceux ou celles qui viennent de mourir. Et puis finalement, ça se passe jamais bien. Hein. Pourtant, elle les conseille. En tout cas, elle essaye elle n'est pas là pour les guider, mais elle donne un petit peu son avis. Et en fait, Tsutomu Takahashi se sert de ce prétexte pour mettre en lumière toute la perversité de l'esprit humain, cette volonté absolue de se venger, de ne pas comprendre en fait le choix qu'il aurait proposé. C'est assez sympa, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est un des premiers titres de l'auteur, donc je pense que s'il refaisait ce titre maintenant, il le ferait d'une autre manière, de façon plus nourrie et plus profonde, mais ça reste délicieux à lire, et encore une fois, c'est un grand oui, mais bien sûr. Là, j'ai donc commencé la lecture de Lone Wolf on Cub, un tome 1, donc sur 11, un manga des années 1970, un titre culte, dans une édition ultime, c'est hyper lourd. Bon, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est 32 €, cover génial, un pliage exceptionnel, et puis bien sûr c'est le duo Koike ou Kwake, vous m'excuserez, et Kojima. Et rien que ça, on sait que ça va être le régal. Vous avez un roman qui est narré, qui est absolument délicieux à lire, sur plus de 8000 pages. 8000 pages dans ce format, autant vous dire que vous prenez une claque du début à la fin, et pour de multiples raisons. Alors de quoi ça va nous parler? En fait, Lone Wolf on Cub, ça va nous conter les contours d'un Japon du XVIIe siècle, mêlant avec brio la culture, la tradition japonaise, mais aussi sa brutalité, sa vie de tous les jours, ses enjeux politiques, sa société, dans un monde donc dans lequel va évoluer un duo peu commun, son père et son fils. Mais en plus, ayant décidé de suivre la voie du... Et là, ça va être compliqué, je crois que c'est la voie du Mifumado. Ah, je sais plus, je le dis de mémoire, là, c'est compliqué. En fait, c'est la route de l'enfer, c'est le chemin maudit de la vengeance. Oui, parce que, en fait, ce duo-là, le père et son fils, il n'y a plus qu'eux. Voilà, il n'y a plus qu'eux pour certaines raisons que je ne dévoilerai pas. Et ils ont décidé de se venger et donc de suivre une voie du déshonneur, en fait, des Ronins engagés sur un chemin dans lequel ils ne s'échapperont a priori pas et qui les amène forcément à de multiples confrontations et d'assassinat. Étrangement, on a pas mal de sympathie pour notre héros, on pourrait même le qualifier d'assassin noble, parce qu'il reste fidèle quand même à ses valeurs, et voilà, il ne tue pas pour rien, c'est jamais vraiment gratuit, si j'ose dire. Il y a toujours un semblant de moralité et de justice qui se trame derrière. Alors vous allez suivre comme ça les péripéties de ce duo, et vous avez une mise en scène absolument délicieuse. Oui, le manga date des années, des années 70, mais il a une certaine modernité parce que par rapport à l'époque s'inspire de pas mal de références cinématographiques, notamment dans les plans et dans la mise en place et dans la mise en scène, avec quelques jeux comme ça de perspective, de gros plans, de zoom, dézoom, de jeux de regard façon western Sergio Leone. C'est absolument délicieux, pas tout le temps, ok, le schéma est plutôt classique de façon générale, mais entrecoupé comme ça de très très bonnes idées au niveau du découpage et du rythme. Et donc en plus, cette ambiance là, ça renforce la tension, ça renforce la lourdeur et la tragédie des situations, parce qu'on ressent vraiment le danger, chaque personnage met sa vie en jeu, vous sentez vraiment l'enjeu de rester en vie ou non, de survivre ou non à chaque instant, vous ressentez l'action et le dynamisme des situations, et paradoxalement, à l'inverse, de temps en temps, vous avez quelques moments de pause, quelques moments de latence, quelques moments de réflexion, voire même parfois de méditation, avec là aussi des plans plus ou moins larges, tout à fait agréables. Et les auteurs n'oublient pas de vous balader comme ça, de vous promener dans cette époque. C'est vraiment très appréciable. J'ai adoré. Moi je pense que si vous avez le budget, si vous voulez, que vous pouvez vous le permettre, c'est à avoir dans vos mangathèques. Oh que oui. Et on va enchaîner avec un shonen que j'ai trouvé délicieux. Délicieux au point que je me suis dit, mais c'est de nouveau Bakuman que je suis en train de lire. Et j'ai été surpris, je m'attendais pas. Je m'attendais pas pour la chaîne, je fais quelques découvertes, je peux pas tout faire. Voilà, il y a actuellement Grid Trailer qui est sorti. Il y a également Tsugei, je peux pas acheter tous les tomes, d'autant plus que j'ai eu quelques déceptions. Et là, Showa Shoten, j'ai hésité, mais je me suis penché vers celui-là parce que le dessinateur, ça reste au bata, et que franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites, non mais c'est vachement la classe, ça va envoyer du pâté. Alors, petit poster à l'intérieur, je trouve ça toujours inutile. Toujours inutile, ces posters qu'on peut pas enlever, ces doubles pages, mais vous avez comme ça un petit jeu de couleurs. Et là, ce personnage-là, je me suis dit,
Non mais sans déconner, on est dans Dandadan. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux héros avec des coupes de cheveux improbables, des lunettes, chétifs, mais qui dégagent quand même une certaine énergie? Alors Showa Shoten, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler d'un premier personnage comique qui envoie des blagues comme ça et qui est le lycéen le plus drôle du Japon. Alors la première blague qu'il fait, la première blague à laquelle on a le droit, je vous assure qu'on se croirait dans une réunion du corbeau dans Kaamelott quoi. C'est ni fait ni à faire, c'est pas drôle, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être un manga sur des blagues, parce que si c'est la première blague, c'est vraiment pas drôle. c'est même pas une blague. Et puis finalement, il va faire la rencontre d'un petit génie de l'improvisation qui d'emblée a décidé de s'associer avec lui pour devenir le plus grand duo comique du Japon. Hein, là bien sûr clairement la référence à Bakuman elle est évidente. Et du coup, ce qui est drôle, c'est pas les blagues. Ce qui est amusant, ce qui est passionnant à lire même, parce que ce manga, je l'ai trouvé passionnant pour son tome 1, ça va être tout ce qui va être fait autour pour qu'une représentation ait lieu et de voir toute la réflexion, toutes les stratégies pour rendre un spectacle en fait amusant, pour rendre en fait la représentation, essayer de gagner, essayer de faire rire. Forcément, on est sur de l'humour japonais. Est-ce que nous, en tant que lecteurs européens, on va tout saisir au fur et à mesure des tomes? Je ne suis pas sûr. Mais je pense que c'est pas le propos du manga d'être drôle en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir toute la construction pour créer un spectacle. De la même façon que dans Bakuman, on n'était pas en train de lire des mangas dans le manga. Ce qui était intéressant, c'était toute la construction qui permettait à notre duo de créer une œuvre et de comprendre en fait toutes les trames, tous les enjeux qui se passaient autour, toute la vie parallèle en fait. Là c'est ça, c'est la même chose. Je crois qu'on va se régaler. Je suis persuadé. Si vous avez adoré Bakuman, je peux que vous conseiller la découverte de ce titre. Ouais, tout simplement ouais. Et on conclut ce manga vorace avec Chasse aux cadavres. Et là encore c'est du tome 1. Là nous sommes chez Casterman. Alors au niveau de l'édition, avant de vous parler du manga, faut quand même dire que Casterman fait du bon boulot parce que le papier il est bien blanc, on voit rarement à travers, c'est plutôt épais, le format est toujours très agréable en main et c'est très agréable à lire. C'est quand même une récurrence chez cet éditeur, on le dit rarement. C'est des mangas qui sont reconnaissables dans le toucher et dans la manipulation à la lecture. Alors Chasse aux cadavres, c'est le tome 1 et pour l'instant il n'y a qu'un seul tome sorti. Ce sera le petit bémol que je vais mettre dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il va falloir patienter et que les enquêtes policières, on n'a pas envie de patienter. S'il y a bien un genre qui demande de lire de façon assez rapide, assez régulière, sans avoir des temps impossibles entre chaque tome, c'est bien les enquêtes policières. Et donc la Chasse aux cadavres avec un seul tome en cours au Japon, aïe, j'avais pas vu ça. Ça m'embête un petit peu, mais le manga est savoureux. Vous êtes plongé directement dans une espèce de mélange, tant dans la forme que dans le fond, la façon dont c'est mené, dans le dessin, dans le trait, dans la façon dont c'est traité également, un mélange entre les enquêtes dans Détective Conan, quand vous avez tous les enfants ensemble qui mènent une enquête, et couplé avec certains traits qui font penser à de l'Urasawa et notamment du 20th Century Boy par exemple, ou à Sadora également pour une de nos héroïnes. Je trouvais qu'elle avait un petit air comme ça d'Assa, un peu espiègle et un peu on y va en avance et on verra bien ce que ça donne. C'est savoureux dès le départ. Alors de quoi ça va nous parler? Ça va nous parler en fait d'un groupe de jeunes qui décident de partir entre guillemets à l'aventure pendant les vacances d'été pour mener une enquête et essayer de retrouver le corps d'une camarade disparue il y a déjà 2 ans. Et forcément, en menant leur enquête, ils vont avancer peu à peu, ils vont désépaissir un petit peu tout ce bazar, ils vont éclaircir un petit peu ce mystère et ils vont se confronter à quelque chose d'assez évident, le monde des adultes qui a envie de garder secret ce qui doit rester secret. Et on sent que les adultes sont prêts à tout. Donc vous avez un titre qui est relativement agréable, presque enfantin dans un premier abord, où vous voyez ces gamins partir à l'aventure pour faire une enquête, faire une traversée en vélo impossible. Vous vous dites, bon, ils sont quand même un peu naïfs. Et puis finalement, confrontés à un monde d'adultes extrêmement sévère qui fera pas de cadeaux. Et donc là, il y a un contraste en fait entre ce qui pourrait être du shonen d'un côté et du seinen un peu glauque de l'autre. Et les deux univers là se rencontrent assez rapidement d'ailleurs et assez brutalement. C'est vraiment bien foutu. Le trait est saisissant, c'est captivant. Là, je trouve que c'est un tome 1 parfait pour des vacances, parfait pour des enquêtes policières. Je vous dis, seul défaut, il n'y a qu'un tome. Et moi, il me tarde de savoir ce qui va se passer. Et voilà, écoutez, c'est la fin de ce manga vorace. Je vous donne rendez-vous vendredi, peut-être si j'ai le temps, parce qu'avec la préparative de la Japan Expo et tout ça, c'est pas sûr, mais j'espère faire l'achat manga des abonnés. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis...